Bonjour à tous et merci d'être venus. Donc aujourd'hui, on organise une journée de formation sur le thème du protectionnisme et plus globalement aussi sur les propositions des jeunes en politique. Donc c'est pour ça que j'accueille donc Julien Rochdy, directeur national du FNJ et tête de liste sur Montélimar. Donc on va vous exposer un petit peu, Julien va vous exposer nos thématiques des jeunes à travers ce livret que certains d'entre vous ont dû voir dans les fédérations. Donc nous avons le plaisir d'accueillir les SDFNJ de l'Ain, de l'Isère, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de la Drôme et de l'Ardèche. Donc merci à vous d'être venus assez nombreux. Donc on va se mobiliser vraiment là-dessus. Alors tout d'abord, pour vous donner un peu un format de nos formations, je vais tout d'abord laisser la parole à Rémi Martin, qui est tête de liste sur le Combeau-Voisin et qui est SDFNJ adjoint de la Savoie. Il va vous exposer un peu qu'est-ce que c'est le fait d'être ouvrier, parce qu'il est ouvrier, il est jeune, il est au Front National. Quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui le FNJ, le FN est le premier mouvement ouvrier de France. Donc il va vous exposer un petit peu ça. Après, je laisserai la parole à Julien qui fera son intervention. Après, on fera une petite pause. Et moi, je vous exposerai un peu une petite formation sur la structuration de la région, ce qu'on va mettre en place, nos projets. Voilà. Rémi, je t'en prie. Bon, tout d'abord, merci à vous d'être venus. Écoutez, comme l'a dit David, je suis ouvrier. Donc, qui d'autre, à part un ouvrier, peut parler des ouvriers? Parce que bon, je pense qu'être le mieux placé pour en parler. Pour le secteur. Donc, écoutez, à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde ouvrier, il subit de plus en plus, il est voué à disparaître. Parce que bon, avec les politiques qui se succèdent, il n'y a plus que 6 millions d'ouvriers à l'heure actuelle en France. Alors que, par exemple, il y a 50 ans, ils étaient plus de 25 millions. Tout comme les chefs d'entreprise. Avant, il y avait une personne sur 3 qui était chef d'entreprise, il y a 50 ans. À l'heure actuelle, il n'y a plus que 8% qui sont chefs d'entreprise. Donc c'est pour vous montrer qu'on crée des écarts entre les classes. Et donc, en étant ouvrier, moi j'essaye de me battre à mon échelon pour la lutte des classes. Bon, ça c'est Julien qui va plus développer après sur ce sujet-là. Donc voilà. Voilà ma petite présentation. J'ai essayé d'être le plus synthétique. Donc à toi, Julien. Ah, c'est si court que ça. Attends, excuse-moi, je suis en train de te mettre sur Twitter. Ah merde. je voulais faire des citations et tout, mais bon. Ce qui est intéressant dans ce que Rémi peut développer justement là-dessus, c'est le fait que le Front National a la capacité de rassembler aujourd'hui. C'est qu'on a justement des gens comme Rémi qui ont plus une tendance de gauche d'un point de vue social réellement, et j'ai par exemple d'autres personnes comme Brice, au sein de l'équipe qui est plus des tendances de droite. Et aujourd'hui, au front, on arrive à rassembler des patriotes issus de la gauche et de la droite pour incarner véritablement la réconciliation nationale. C'est ça qui est intéressant avec l'exemple de Rémi, c'est qu'il est l'exemple avec Brice et avec d'autres, et un peu partout dans toute la France et toutes les fédérations, qu'on réconcilie, qu'on rassemble tout le monde, tous les patriotes, dans un vrai programme alternatif. Écoutez, j'essaie de faire mon mieux, de représenter ce que je représente exactement. Parce que je suis moi-même. Donc j'ai subi malheureusement un licenciement. J'ai commencé mon apprentissage dans une petite entreprise. J'ai travaillé 5 ans dans cette entreprise-là. J'ai connu, malheureusement, ils ont été obligés de me licencier parce qu'il n'y avait plus de travail. Donc se retrouver au chômage à l'heure actuelle, je sais pas si, je pense que tout le monde, pas tout le monde, mais énormément de personnes connaissent ça. Parce que de se retrouver du jour au lendemain sans boulot, dans la tête ça fait mal. Se lever, plus avoir aucun intérêt de se lever le matin, c'est vachement écœurant. Donc ça a été une situation très très difficile pour ma part. Donc ensuite, j'ai changé de région, je suis venu ici pour le travail. Donc il faut aller là où il y a du travail, comme on dit, mais bon, ça va être à 500 bornes de sa famille, 500 bornes de ses amis. Repartir de zéro quelque part, c'est dur, quoi, ça fait mal. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est pas toujours évident la situation que je vis, quoi. Donc voilà, pas plomber le moral, mais... C'est là où c'est intéressant de voir que la réalité d'un système ultralibéral qui nous ouvre à toutes les concurrences, c'est des réalités de misère sociale, de violence sur les populations, des peuples. On a notre peuple qui subit de plein fouet cette violence.
du roi véritablement. C'est pas pour rien si aujourd'hui, par exemple chez les ouvriers, chez les agriculteurs, il y a des taux de suicide records, chez les policiers aussi. C'est qu'il y a une misère humaine, il y a une misère sociale et une misère économique. Bon, là, en gros, le message qui vient de passer à l'instant, c'est que les choses allaient mal. Je pense que tout le monde ici est au courant de ça. Je pense que vous ne seriez pas venus si vous ne pensiez pas qu'effectivement en France, les choses n'allaient pas comme elles devraient être. Ça, on le sait. Le constat, vous êtes tous au courant, les choses vont mal, d'un point de vue de l'identité, d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue de l'économie, d'un point de vue, à tout point de vue aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge et la France va droit dans le mur. Ça, nous le savons, et en particulier depuis que François Hollande a été élu, où là, au moins, c'est fait de façon dure, c'est fait au grand jour, où un président qui ne ressemble à rien, qui n'incarne rien, sinon la soumission de la France en tout et pour tout. Donc que les choses vont mal, c'est une chose. Quand vous écoutez un Français dans la rue, dans un bar ou n'importe où sur un marché, il vous dit tout le monde est au courant que les choses sont dramatiques. Et d'ailleurs, le baromètre de confiance politique qui est sorti par le CEVIPOF, que je vous invite à aller lire sur Internet, montre bien que le moral des Français est à un niveau catastrophique et nul. Tout le monde est au courant que les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Là où on va essayer d'intervenir, nous, c'est de dire comment les choses pourraient aller mieux. Parce que dire ça suffit, on en a marre, c'est le discours classique, là, dans un meeting du Front National, il y a marre, on veut changer les choses, mais pour aller où et pour faire quoi? Et on s'est rendu compte que finalement, peu de militants, assez peu de militants, connaissaient exactement le programme, le projet politique du Front National. Même parfois, je ne le cache pas, parmi les cadres du Front National. Donc, c'est dommage parce que ça laisserait penser que nous ne serions qu'un parti, qu'un mouvement, pardon, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement, qu'un mouvement de contestation avec une fonction tribunicienne, ce qu'on disait pour Jean-Marie Le Pen à l'époque. On serait juste là pour témoigner et pour exprimer un mécontentement en France, alors que aujourd'hui, avec Marine Le Pen et tout le projet qui a été mis en branle depuis la campagne présidentielle, eh bien, nous avons un réel projet alternatif pour la France, pour l'Europe, pour le monde aussi, car la France a une portée internationale, et à tous les points de vue, du point de vue économique jusqu'au point de vue sociétaux. Donc on va essayer de travailler ensemble sur notre projet. On n'est pas assez nombreux aujourd'hui pour que je vous fasse un grand discours général, ce que je fais en général dans la fédération. Là, je suis avec des jeunes et avec beaucoup de secrétaires départementaux, justement, et vous devez être capable de décliner le projet du Front National, à la fois à vos militants du FNJ, mais à la fois également aux Français qui vont dans la rue, qui viennent vous voir en vous disant « Oui, c'est vrai que Marine, non, elle est bien, elle est sympa, puis elle dit des choses vraies. Bon, quand même, par exemple, vous avez tous entendu ici, oui, mais c'est vrai que l'euro, sortir de l'euro, non, ça non. Alors, oui, mais les immigrés, oui, c'est vrai qu'il faudrait contrôler un petit peu plus, mais on ne peut pas arrêter l'immigration. Enfin, des trucs dans ce genre, vous l'entendez tout le temps. Et nous avons, nous, responsables du Front National, et quel que soit d'ailleurs notre niveau au front, que ce soit un sympathisant, un militant et encore plus un cadre, nous avons le devoir de convaincre tout le monde, et en particulier, j'insiste là-dessus, le FNJ, qui est le fer de lance aujourd'hui de l'action militante, et à travers l'action militante, de la persuasion politique. Car on ne milite pas pour militer. Ça aussi, c'est un truc que je tiens à vous dire, c'est que beaucoup de militants viennent justement dans un mouvement politique, dans un parti politique, pour militer entre eux, avoir ses copains, ses copines à l'intérieur du mouvement, et finalement, ils perdent de vue l'objet même du militantisme, qui n'est pas de se faire plaisir, mais qui est de ramener un maximum de Français. Si nous sommes là, c'est pas pour nous faire plaisir. C'est génial si on prend un verre ensemble, qu'on rigole et qu'on se fait des amis, mais le but quand même de tout ça, c'est d'essayer de changer la destinée de la France, qui, je vous le rappelle, vous le savez, ça va très mal, et donc on a intérêt à changer ça, d'autant que si nous n'arrivons pas à changer le destin de la France au cours de notre propre génération, vous savez que ça va être extrêmement compromis pour les générations futures. Je sais que ça fait des années, des dizaines d'années qu'on dit ça à chaque fois, si on ne le fait pas maintenant, ce sera pour trop tard demain, c'est ce qu'on entend au fond depuis longtemps, mais là, on est arrivé à un tel point. On parlait de l'industrie là, mais où on a perdu plus de la moitié de nos emplois industriels en 20 ans, l'immigration va atteindre un niveau où on ne pourra plus jamais revenir contre elle, puisque aux alentours de 2050, la majorité de la population française sera d'origine immigrée. Enfin, tout ce genre de choses, si vous voulez, nous prouve que si nous n'arrivons pas à faire quelque chose politiquement dès aujourd'hui, ça va vraiment être compliqué pour l'idée et pour la structure politique qui s'appelle la France.
Donc nous avons à convaincre les gens et c'est à cela que sert le militantisme. C'est pour ça qu'on va faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait jusqu'à présent. D'habitude, je fais des discours généraux, mais pas un discours général. Je pense que je discute avec vous tous. Vous êtes tous assez motivés pour éviter que je fasse un discours galvanisateur qui me pousse à limiter dans l'heure. On va essayer vraiment de travailler, faire ce qu'on appelle justement une formation. Donc, au niveau de la formation du projet politique du Front National, de Marine Le Pen, nous avons fait un petit livret qui s'appelle « Ce que nous pensons ». Vous avez dû tous recevoir dans vos fédérations respectives. Alors bien évidemment, ce sont les grandes lignes sur les grands sujets, les grands thèmes. Donc on va essayer de les décliner et de travailler sur chacun d'entre eux. Et pour ça, on va le faire de manière pédagogique. Notre jeune Jenny Melly, la responsable FNJ du Nord, dit « Je suis pour qu'on protège et qu'on relance notre économie ». Donc en général, c'est tout ce qu'on dit au marché. Quand on voit quelqu'un qui vient vous parler, on lui dit nous, la différence, c'est qu'on veut protéger et relancer notre économie. Alors, à quoi ça correspond pour vous, ça? Taxe douanière. Oui. Protectionnisme. Et moi, je vais faire le militant, le français classique, mais on va pas fermer la France quand même. On va fermer la France, mais on peut par exemple taxer des produits qui nous font concurrence déloyale, pour prendre l'argument. On peut par exemple empêcher des gens de venir parce qu'on n'a plus rien à leur offrir. Là-dedans, on va rester sur le protectionnisme, sur la taxe à la frontière. Je vais réagir par rapport à ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un d'autre a à dire quelque chose là-dessus? Personne? Vous êtes tous au courant là de ce que c'est que le protectionnisme? S'il y a un Français dans la rue qui vous dit d'accord, vous voulez faire un protectionnisme à nos frontières, ça veut dire que vous allez fermer la France, vous réagissez comment? Qu'est-ce que vous dites? Protectionnisme intelligent. Protectionnisme intelligent, c'est ce qu'on dit exactement, mais après ça peut raisonner. Ça correspond à je te vends quelque chose, tu vas me taxer 20%, tu me vends quelque chose d'autre, tu me vends pas ci, il y a une correspondance dans les taxes, il y a une correspondance dans les ventes en fait. Oui, mais par exemple, Thomas là, il a dit non, on va protéger les produits français de la concurrence déloyale. D'accord? Donc je suis un entrepreneur. Et je te dis, d'accord, on va donc taxer par exemple le textile. On va taxer, je sais pas moi, les t-shirts. Parce qu'effectivement, ils ont détruit des milliers d'emplois en France, où il n'y a quasiment plus aujourd'hui d'usines, d'entreprises de textile qui produisent en France. Donc ok, demain, on prend le pouvoir, on met 30% de taxes à la douane, puisqu'on rétablit les frontières, et on taxe tous les produits chinois, tous les t-shirts chinois, on va prendre l'exemple du t-shirt, tous les t-shirts qui arrivent, on les taxe. L'entrepreneur et même le français moyen, qu'est-ce qu'il te répond? Donc ça veut dire que vu qu'il n'y a pas de t-shirts français qui sont produits aujourd'hui, si on taxe directement les t-shirts chinois à 30% de plus, eh bien ça veut dire qu'on va payer nous nos t-shirts, ils vont passer dans les grandes surfaces ou dans les magasins où on va acheter nos t-shirts, ils vont être beaucoup plus chers. Donc va te faire voir, parce que moi j'ai pas envie d'acheter mon t-shirt beaucoup plus cher, j'ai plus de pognon. Le français il a plus d'argent. Donc tu vois, ici il te dit ça, qu'est-ce que tu réponds? Des subventions à l'industrie. On réduit les taxes justement sur nos entreprises. Donc on a des zones pour réindustrialiser le pays, pour être capable en France de créer à nouveau des t-shirts. C'est pour ça qu'on rentre dans le concept du protectionnisme intelligent. Pourquoi intelligent? Parce qu'on sait très bien que en France, supposons que, je dis des chiffres évidemment qui n'ont rien à voir, je ne suis pas spécialiste de la consommation des t-shirts en France, mais supposons que chaque année, en France, les Français consomment 100 000 t-shirts. C'est 100 000 t-shirts qui sont vendus en France chaque année. En France aujourd'hui, eh bien, on n'en fabrique plus que 1000. Donc ça veut dire que 99 000 viennent de la Chine, du Vietnam, de n'importe quel autre pays. Le protectionnisme intelligent, ça va être de dire quoi? Ça va être, on va réindustrialiser dans le même temps, mais on ne va pas commencer à taxer très très cher tous les t-shirts, sinon les prix vont augmenter en France. Donc on va faire des quotas d'importation. On sait qu'en France, on produit 1000 t-shirts par an, et qu'on en a besoin en France de 100 000. Donc, la première année, on va autoriser que 99 000 t-shirts de rentrée
avec les 100 000 t-shirts français, du coup, ils seront consommés également les t-shirts français. Vous comprenez ce que je veux dire? En même temps, là, c'est le projet qui viendra après, on va aider nos entreprises justement à pouvoir développer des t-shirts. Donc la deuxième année, on ne produira plus en France 1000 t-shirts, mais on en produira 10 000. Et donc la deuxième année d'un protectionnisme intelligent, eh bien on fera rentrer en France que à la limite 90 000 t-shirts. Et il y aura toujours besoin de 100 000 t-shirts en France. Donc ils achèteront les t-shirts chinois et les t-shirts français. Et ils seront au même prix parce qu'on aura fait baisser les prix en France grâce à la dévaluation, grâce aux aides à des entreprises, grâce à de meilleures conditions pour une meilleure compétitivité, mais également parce qu'on taxera les produits chinois. Et de cette façon, c'est comme ça qu'on arrive à réindustrialiser un pays en étant justement intelligent dans le protectionnisme. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc voilà la clé pour le protectionnisme intelligent, c'est le quota d'importation mêlé à une politique de relance du point de vue de nos entreprises. Et j'ajouterais aussi, puisqu'on parlait de protectionnisme, il y a un moyen de faire du protectionnisme très simple aussi, et qui va avec tout ce que je vous ai dit, c'est que vous pouvez ne pas toucher à la frontière, mais vous intéressez plutôt aux centrales de vente. Par exemple, vous demandez à toutes vos grandes surfaces d'avoir dans un rayon confiture, vous obligez les grandes surfaces à vendre 50% de confiture française. Donc vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'aux frontières, de mettre une politique du point de vue des frontières, mais vous demandez à vos centrales de vente d'avoir des quotas de produits français. Et là, avec des campagnes de publicité derrière et de patriotisme qui sera relancé, les gens préfèrent acheter français, c'est bien connu. Donc quand vous irez dans un magasin, et au lieu d'avoir, bon, heureusement, c'est pas un bon exemple les confitures, car elles sont la plupart françaises, heureusement, mais vous voyez ce que je veux dire, au lieu d'avoir que des confitures qui viennent de Chine, j'imagine pas une confiture qui vient de Chine, mais bon, eh bien vous auriez sur le même rayon 50% de confitures françaises, 50% de confitures chinoises, avec un label France. Et rien que ça, ça aide aussi à développer la production et la consommation de produits français. Voilà comment ça marche le protectionnisme intelligent. C'est que, je vous dis ça, vous pouvez l'expliquer aux Français, mais vous pouvez l'expliquer aussi au petit chef d'entreprise qui lui a très peur de ça. Qui dit oui, mais il réfléchit 2 secondes, c'est facile de taxer tous les produits à la frontière, mais derrière, on ne suit pas. Aujourd'hui, on décide demain de taxer toutes les télévisions, vu qu'il n'y en a plus une seule qui est fabriquée en France, ça veut dire que pour le consommateur français, pour le citoyen français, ça l'obligera à payer sa télévision beaucoup plus cher. C'est pas ce qu'on veut, on veut que les Français vivent mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir réagir vis-à-vis du protectionnisme, parce que ça peut faire peur. Donc il faut dire, non, on fera un plan d'investissement pour recréer des télévisions françaises, comme à l'époque le général de Gaulle et comme à l'époque des 30 Glorieuses, où l'État était capable d'investir dans des secteurs clés pour relancer des industries, comme il y en avait besoin après-guerre, parce que j'ai dit qu'après-guerre, il y a eu beaucoup d'industries. Donc l'État va être capable de lancer des grands plans stratégiques, d'où l'intérêt de l'État stratège, et il va dire, bah tiens, on a besoin effectivement de télé. Donc la première année, on n'en produira que 1000, on a besoin de 100 000, vous avez compris le principe. Ok? Je pourrais peut-être ajouter aussi que les recettes de la taxe pourront faire augmenter les salaires. Ça c'est autre chose, voilà. Mais ça c'est autre chose, ça c'est les taxes de 3% sur tous les produits importés, Bien sûr. pour augmenter les salaires. Donc là j'en arrive, parce que notre petit Gianni Melli, il dit, je suis pour qu'on protège et qu'on relance notre économie. Donc là, on arrive sur le principe de la relance de l'économie. Là, c'est un peu compliqué. Donc, je vois que ça baille déjà au premier rang. Mais c'est très compliqué, mais c'est très intéressant. Nous vivons aujourd'hui en Europe au sein d'une politique d'austérité. On a parlé de ça, l'austérité. C'est-à-dire qu'avec l'euro qui est fort, et avec une économie où on cherche plutôt à faire des économies, pour le coup, on réduit la masse monétaire et on attaque la consommation. On attaque la consommation pour favoriser ceux qui ont un petit capital. Faire en sorte que la monnaie soit forte, ça permet à la personne âgée ou au chef d'entreprise, enfin au chef d'entreprise ou au type qui est fortuné, qui a 100 000 euros dans son compte en banque, d'avoir beaucoup d'argent. Et cette politique-là d'austérité permet aux types qui ont un capital, qui ont de l'argent au sein de leur banque, d'être beaucoup plus puissants. Le problème, c'est que c'est une politique qui
si elle favorise ceux qui ont des capitaux dans sein de leur banque, défavorise totalement les jeunes qui n'ont pas eu le temps de créer un capital. Donc il y a deux types de visions. Une vision qui sert beaucoup plus ce qu'on appelle les rentiers, qui sert le capital, ceux qui ont de l'argent dans leur banque. Et au contraire, une philosophie économique qui pousse à la relance, à envoyer de l'argent dans le circuit, comme on envoie du sang dans les vaisseaux sanguins quand on en perd, pour relancer l'économie, relancer la croissance, relancer l'emploi. Le problème avec ça, c'est qu'effectivement, en tout cas dans un premier temps, c'est pour ça que tous les banques sont contre la sortie de l'euro, parce que c'est une monnaie qui est très forte et qui impose cette politique d'austérité, c'est que pour les banques, c'est l'endroit où il y a justement les capitaux, et pour les grands millionnaires et les riches, ils n'ont pas envie de mener ces politiques. Parce que ces politiques de compression de l'économie favorisent leur capital, je répète, alors que la dévaluation et la relance, c'est-à-dire relancée par la consommation et relancée par la baisse du taux de la monnaie, permet l'inverse, c'est-à-dire va faire baisser un petit peu ceux qui ont du capital, baisser la valeur de leur capital, mais relancer l'économie, relancer l'emploi, relancer la croissance. C'est deux types d'économies différents. Nous vivons aujourd'hui en Europe au sein d'une économie justement fermée, austéritaire, qui favorise le capital, et c'est pour cela que toutes les économies européennes, surtout celles qui sont dans l'euro, ont des croissances quasiment nulles, à taux zéro, que le chômage est exponentiel, et que les jeunes, qui n'ont aucun capital, eux, sont dans une situation en général très grave. J'ai discuté un jour avec François Langlais, vous connaissez cet économiste, le Choc, qui est assez médiatique. On discute après une émission de Marine à laquelle j'étais invité en public. Et on buvait un verre, et c'était pas les émissions, c'est assez sympa, on discutait avec tout le monde. Et il me dit, je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça. Il me dit, la politique austéritaire sert les vieux, c'est un vrai conflit de génération. Parce que ceux qui ont pu constituer leur capital pendant cette époque de 30 glorieuses et tout le reste, alors que la politique de relance serait beaucoup plus favorable à la jeunesse européenne, à l'emploi, au dynamisme et tout le reste. Moi j'écoute ça, je tweete. François Langlais, la politique de Marine Le Pen de relance serait la meilleure pour les jeunes. Deux points. Enfin, deux points, citation. Et il a pété un plomb, il a appelé Alain Vizier, le directeur de communication de Marine, la semaine d'après. Je fais un bon public, tout machin. Vous imaginez un économiste du système reconnaître en privé que Marine avait le meilleur projet pour la jeunesse et pour la relance de l'économie. Ça a été terrible pour lui, il lui portait plein de concours. C'était drôle. Donc ça pour vous dire que cette politique d'austérité, elle sert les banques certes, mais elle compresse totalement l'économie et la consommation. C'est pour ça qu'il y a différentes façons de relancer la consommation, de relancer l'activité. D'une, en aidant la demande, c'est-à-dire la consommation, avec la proposition qui avait été faite dans le projet de Marine Le Pen de mettre 3% de contribution sociale à l'importation. Tous les produits qui rentrent en France ont des taxes autour de 3%, c'est-à-dire que dalle, ce qui permettrait de récolter un fonds pour augmenter tous les salaires jusqu'à 1 700 €, de 200 € net d'un coup, en prenant les cotisations salariales grâce à cette contribution sociale à l'importation. Donc ça permet d'augmenter les salaires qui est directement injecté dans l'économie pour la consommation, qui est récupéré par l'État avec la TVA. La dévaluation permet de faire baisser, si vous voulez, le coût du travail sans toucher au salaire, sans faire de déflation salariale, et donc de relancer à chaque fois l'économie. Vous pouvez dire, parce que là c'est un peu compliqué, mais vous pouvez dire quelque chose aux personnes âgées qui ont peur de ça, un argument, mais alors qui marche à chaque fois du tonnerre, si tu veux. À chaque fois je le sors et ça marche. C'est incroyable de voir comment vous, papy, mamie, vous avez peur de la dévaluation, vous avez peur de l'inflation, alors que vous êtes précisément la génération qui a connu, à l'époque des 30 glorieuses, et même jusqu'à Mitterrand, ça se faisait, des dévaluations qui se faisaient quasiment tous les 2 ou 3 ans. Toute l'histoire économique de la France et de la croissance française, de son industrialisation et tout le reste, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis 1945, ça a été de l'inflation et de la dévaluation tous les 4-5 ans. Et ça allait très bien. À chaque fois, ça relançait la machine économique. Et il est extraordinaire de voir aujourd'hui des adultes, des vieux, avoir d'un coup, parce que les banquiers leur ont dit, c'est la télévision, ils allument, si l'euro disparaît, c'est la fin du monde et tout machin. Vous savez que si l'euro disparaît, justement, la conséquence qui fait peur à tous ces banquiers, c'est la dévaluation. C'est pour ça que je vous dis ça.
de voir toutes ces personnes âgées et ces adultes avoir une peur bleue de la dévaluation, alors même qu'ils ont connu ça toute leur enfance, toute leur adolescence et tout leur âge actif. L'histoire du général de Gaulle, c'est 3 dévaluations. À l'époque, on faisait ça tout le temps, nous en France, avec le franc. Donc dites ça, et je vous garantis qu'à chaque fois, ils sont là. Oui, c'est vrai que ça marchait pas si mal finalement, la dévaluation, parce que ça relançait la machine. Vous sortez ça, je vous dis, ça les casse direct. Donc voilà pour ce qui était du plan de relance. Paul Alexandre, votre ami que vous connaissez, dit « Je ne veux pas avoir à supporter le poids d'une dette publique insurmontable alors que je n'y suis pour rien. » Vous savez combien on a de dettes en France? La dette publique? 200 milliards. 1 million. Ce qui fait par habitant, je crois, 30 000 à 40 000 euros. On a tous aujourd'hui 40 000 euros de dette sur notre dette. Vous savez quand est-ce que cette dette a commencé véritablement à augmenter? Donc, puisque vous savez pourquoi c'est, je t'en prie. 74, c'est ça? Oui, bah avec la crise Parce que mais... la France n'emprunte plus à la Banque de France à taux très faible, à taux zéro, et emprunte directement sur les marchés financiers. Ce qui fait qu'elle a commencé à payer des intérêts énormes à partir de ce moment-là. Vous savez combien la France paye d'intérêt chaque année? 70 milliards. C'est le premier budget de l'État. Deuxième, et qui va passer premier. C'est le tiers, je C'est le tiers des emprunts pour rembourser la dette de l'année précédente. c'est ça. Vous savez combien on a payé d'intérêt sur la dette depuis que cette loi est passée? Quasiment que la dette, 700 milliards. Quasiment tout ce que Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, en 73 passe une loi pour des raisons très très complexes. Je vous invite, si jamais vous êtes intéressé par le sujet, à lire le livre de Pierre-Yves Rougemont sur la loi 73. Passe une loi qui demande à la France, qui impose à la France d'emprunter non plus à sa banque, à elle-même. C'est comme si une banque, c'est quelque chose qui crée de l'argent. C'est comme si vous, chez vous, vous aviez une machine qui vous sortait les billets, et vous pouviez vous emprunter à vous-même, donc vous alliez rembourser ce que vous aviez récupéré, à taux zéro. À partir de 73, la France s'est mise à emprunter sur les marchés financiers, c'est-à-dire aux banques privées, et donc à des taux de 3, 4, 5%. Donc à chaque fois, on passe notre temps à non pas rembourser la dette. En France, ça c'est un mensonge incroyable, et tous les gouvernements qui sont de droite ou de gauche, c'est qu'on ne rembourse jamais la dette, on rembourse les intérêts sur la dette. Donc en fait, on ne sera jamais désendetté dans ce système-là. Et évidemment, cette loi de 73 est inscrite dans le marbre lors du traité de Maastricht, qui justement, au niveau européen, impose aux États d'emprunter aux banques privées. L'Europe a entériné cette loi-là, ce principe. Donc autant dire que nous, jeunes, pour ce qui est français, on ne se sortira jamais de la logique de la dette. Vous aurez toujours plus de dettes à payer, on fera toujours plus de pression par rapport à cette dette, et ce n'est pas innocent. Parce que vous vous dites, oui, bon d'accord, j'ai 40 000 euros de dette sur ma tête, mais je ne le vois jamais, c'est personne qui me le demande. Vous n'avez pas eu un banquier qui a sonné à votre porte en vous disant, vas-y, filez-moi. Donc ça paraît abstrait tout ça, on s'en fout finalement que la France ait une dette pas possible. Sauf que chaque année, on rembourse 70 milliards par an, on va bientôt approcher 100 milliards. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 100 milliards d'euros de budget en plus en France? Vous savez qu'aujourd'hui notre armée n'est plus financée, vous savez que l'éducation nationale souffre, vous savez qu'il nous manque des places de prison, qu'il nous manque des policiers, qu'il nous manque de l'argent dans le domaine de la culture, qu'il nous manque de l'argent dans tous les domaines. Et on fait des économies de partout au niveau des services publics. Et dans le même temps qu'on saigne les services publics, en même temps qu'on réduit les effectifs, qu'on ne fait plus de grands travaux d'urbanisme ou des grands travaux qui permettraient de donner une nouvelle forme à la France, une forme d'avenir et de modernité, et bien en même temps qu'on ne fait pas tout cela, on donne presque 100 milliards d'euros chaque année à des banques privées, qui en plus ne financent même plus l'économie réelle, puisque si vous avez un petit peu de gens qui sont actifs autour de vous, et si vous l'êtes vous-même, vous vous rendrez compte qu'il est de plus en plus difficile d'emprunter à la banque pour acheter une maison, pour acheter un bien, pour acheter un fonds de commerce aussi. Donc en plus, les banques privées récupèrent cet argent public sur votre travail, sur notre travail à tous, et ne financent même plus l'économie privée. Pour vous dire à quel point on se fait racketter totalement. Donc là encore, le Front National de Marine Le Pen d'un point de vue économique est plus intelligent, puisqu'on part du principe simple,
qui est que le public doit financer le public et le privé le privé. C'est-à-dire que vous, en tant que privé, si vous avez envie d'acheter, d'investir pour une entreprise, vous allez effectivement aller voir les banques privées. Vous allez voir la Société Générale, machin. Mais en revanche, quand la France a envie de lancer un grand plan économique, je vais vous en citer un tout à l'heure, eh bien, elle s'emprunte à elle-même, à des taux zéro. Et comme ça, elle n'a pas à rembourser pendant des années à des banques privées qui nous raquettent. Parce qu'au final, ça vous retombe dessus à tous. Vous en souffrez par rapport au déficit des services publics, et vous en souffrez également, si ce n'est pas vous, c'est vos parents, par les impôts. Car vous savez qu'aujourd'hui, si les impôts ont augmenté de 30 milliards sous Sarkozy et de 30 milliards sous François Hollande, 60 milliards d'euros d'impôts en plus votés en 3 ans, c'est précisément à cause de cette dette. Donc voilà, pour vous dire, ça a une conséquence sur vos vies. C'est pas un truc, oui, la France a 2000 milliards de dettes, mais c'est pas grave, ça ne reviendra jamais la demander à moi. Non. Le fait que la France ait cette dette, ça augmente vos impôts, ça réduit vos services publics, et un jour, comme s'il s'est passé à Chypre, on pourra même prendre sur le petit capital. Ça, c'est un autre chose. Donc par exemple, à l'époque du général de Gaulle, quand la France était libre de mener son économie, elle avait une idée, la France. Elle se disait, il faut qu'on soit les premiers dans l'aéronautique. Donc on va créer un avion. Il faut qu'on soit les premiers dans le train. Il y a un ingénieur français qui arrive, qui a une idée, le TGV. Tiens, ça demande d'investir des milliards pour lancer un projet comme le TGV ou lancer le Concorde. Et bien à l'époque, le général de Gaulle, il disait, on veut être les meilleurs dans le monde, on veut avoir le meilleur avion du monde et on veut avoir le meilleur train du monde. Et bien l'État empruntait à sa Banque de France, taux zéro. Elle empruntait 100 milliards de francs, hop, elle le filait à l'entreprise du TGV. Et c'était les plans quinquennaux, et au bout de 5 ans, on voyait justement l'évolution, le développement de grands projets comme ça, qui faisaient qu'ensuite nous étions les leaders mondiaux dans plein de domaines. Et là, par exemple, puisqu'on ne peut pas paraître passéiste, je déteste ça, on a un secteur en France au point de vue économique, si on le développait, il y a eu 2 économistes qui ont travaillé là-dessus, qui ont fait un rapport devant l'Assemblée nationale, vous n'allez pas encore vos yeux, les oreilles. Ils ont dit que si on développait ce domaine-là, la France serait la première puissance économique du monde. Et bien entendu, première puissance, c'est le domaine maritime. Alors figurez-vous qu'on a en France le 2e espace maritime mondial et le plus riche, le premier en termes de richesse. À tous les niveaux, hydrocarbures, pour les médicaments, la mer, c'est l'économie de demain. Et en France, on a le 2e espace maritime mondial, derrière les États-Unis. C'est-à-dire qu'on a le plus de mers, de fonds sous-marins qui nous appartiennent. C'est une richesse, mais fantastique. Mais figurez-vous que l'exploitation de cet espace maritime, c'est zéro. On ne l'exploite pas. Là, si nous avions justement l'état stratège que l'on veut au Front National et que l'on veut avec Marine Le Pen, eh bien, on pourrait ramener plein de scientifiques, plein de chercheurs, établir un plan et dire, bon, on va investir autant de milliards pour développer des algues marines, pour développer les recherches en hydrocarbures, pour développer le dessalement de l'eau de mer, où nos entreprises sont excellentes, comme Veolia par exemple, où aujourd'hui, vous savez que la Terre va souffrir d'un manque d'eau potable, et nous sommes, nous en France, les leaders mondiaux du dessalement de l'eau de mer. Et si avec toute l'eau dont on dispose, on pourrait fournir de l'eau à la Terre entière. Vous imaginez la puissance que ça nous donnerait. On parle de l'eau comme étant le pétrole de demain. Ce sera aussi cher l'eau que l'est aujourd'hui le pétrole. Et ça, pour faire réaliser un truc pareil, vu que c'est un investissement qui se fait sur le long terme, parce qu'évidemment, quand vous investissez là-dedans, les fruits ne tombent pas au bout d'un an, c'est pour ça que les banques privées ne veulent pas y aller, ne veulent pas investir là-dedans, et c'est là où il y a besoin de l'État, parce que l'État, lui, voit sur le long terme, car la France, elle sait qu'elle sera là dans 100 ans, qu'une banque, aujourd'hui, surtout à travers la finance, vous imaginez qu'elle n'investit pas pour 100 ans, elle investit pour 1 an, au maximum 10 ans. C'est là où on a besoin de l'État, une économie justement qui soit dirigée un petit peu par la politique. Parce que dans ce genre de domaine, l'État français pourra investir et faire en sorte que, sinon nous, au moins nos enfants, auront une puissance et une richesse pas possible grâce à l'exploitation de grands projets comme ceci. Voilà aussi pourquoi c'est important d'avoir sa souveraineté, d'avoir sa liberté par rapport à sa Banque de France, sa banque centrale. Concurrent. On continue ou pas? Est-ce qu'il y a des questions sur l'économie? Parce qu'après là, on va aborder
d'autres sujets qui sont plus sociétaux. Alors on va continuer sur l'économie. J'ai une question, c'est sur les 200 € de hausse des salaires. Voilà, on dit jusqu'à 1 700 €. C'est-à-dire que les salaires jusqu'à 1 700 € seront augmentés de 200 €. Oui. Systématiquement, d'accord. Et le bonhomme qui touche 1 900 €, qui a des responsabilités, et tout, il se retrouve au même niveau que celui qui est en dessous, alors qu'il a peut-être 10 ans de boîte derrière lui. Et ça, moi, ça me pose un peu. C'est très simple. Tu as une échelle des salaires. C'est ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires qui a été supprimée par les socialistes. Nous, on l'a établi. Donc en fait, celui qui gagne 1 500 €, il va arriver à 1 700. Alors, dans ta logique, il va regarder celui qui en gagne 1 008, qui n'a pas de droit à ses 200 €. Le premier mois, il va faire son malin en disant que je gagne autant que celui qui cadre au-dessus de moi et qui gagne 800 €. Mais en réalité, vu que lui, avec ses 200 €, il va relancer de l'argent dans l'économie parce qu'il veut les consommer, vu que ça va s'accompagner d'une croissance renouvelée, avec la remise en place de l'échelle mobile des salaires, celui qui gagne 1 800 € au bout de 6 mois, il aura une réévaluation salariale aussi. Donc en fait, si tu veux, tu as une échelle. Quand tu augmentes un salaire, tous les salaires augmentent. Ouais. C'est pas un truc communiste, justement, ça dépend du contexte économique global. C'est que les 200 €, on n'est pas Mélenchon, on ne dit pas on donne 200 € aux citoyens pour juste leur faire plaisir, pour ne pas le SMIC par exemple, ce genre de choses. Et quand tu injectes de l'argent, tu injectes de l'économie de l'argent dans l'économie, tu redonnes de l'oxygène à l'ensemble, et donc l'échelle mobile des salaires refonctionne. Pas le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire remettre en place l'échelle mobile des salaires. L'échelle mobile des salaires, et ça se fera très rapidement, au bout de 6 mois et tout, celui qui gagne 1 800, il gagnera 1 000. Parce que c'est le même principe, si tu veux, c'est comme avec l'euro. On dit, si on sort de l'euro et qu'on prend une monnaie nationale qui est évaluée par rapport au dollar, évaluée de 20%, eh bien, tous les produits étrangers coûteront beaucoup plus cher. En réalité, si on sort de l'euro, il y aura dans la zone européenne, c'est-à-dire là où se fait 80% des échanges, il n'y aura finalement que les produits allemands qui coûteront plus cher. Donc, dans un premier temps, ça ce serait un mensonge que de vous dire l'inverse. Si on sort de l'euro, oui, la première année, vous aurez un petit peu plus de mal à acheter une BMW. Juste ça, elle sera plus chère, quoi. Mais d'un autre côté, vous gagnerez sur les produits espagnols, puisque la France aura dévalué de 20 €, mais la monnaie espagnole aura dévalué de 40%, j'ai dit 20%. La monnaie espagnole dévaluera de 40%, l'italienne pareil, la Grèce 70%. Donc en fait, ce qu'on perdra sur les produits du Nord, on gagnera volontiers sur tous les produits en plus liés à l'agriculture et tout, sur les produits qu'on achète espagnols, italiens et tout le reste. Donc déjà, l'équilibre se fera au niveau de notre monnaie. Et après, vu qu'il y a de la croissance, c'est ça qu'il faut expliquer. Tu as, comment dire, pour être vraiment très très simple, tu as 20 € qui pèsent 20 €, donc c'est une forte monnaie, avec 20 € tu peux t'acheter 2 paquets de bonbons. D'accord? Si tu as 20 francs, tu pourras t'en acheter qu'un seul. Parce que 20 francs vaudra moins que 20 €. Tu es d'accord avec ça? Mais la dévaluation qui aura fait qu'avec tes 20 francs, tu ne pourras plus qu'acheter qu'un paquet de bonbons, aura fait que l'économie aura été relancée. Et donc, en fait, sur ton compte en banque, tu n'auras pas 20 €, tu n'auras pas 20 francs, tu auras 40 francs. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire qu'en fait, certes, la monnaie vaudra moins, mais vu que l'économie aura été relancée, tu en auras plus. C'est pour ça que j'en reviens à la première question par rapport au salaire, puisqu'en fait, vu qu'il y a plus de monnaie dans le circuit, vu qu'il y a de la croissance, on a plus d'argent en termes de quantité, pas en termes de qualité, d'un point de vue du niveau de la monnaie, mais d'un point de vue de la quantité. Parce qu'il y a du dynamisme, il y a de la croissance, il y a de l'action, tu comprends? Donc en fait, certes, avec nos 20 francs, on ne pourra plus acheter 2 paquets de bonbons comme c'était le cas à l'époque de nos 20 €, mais si on a un compte en banque, on aura 40 francs. Donc si tu as envie de 2 paquets de bonbons, tu peux les acheter. Voilà sur la question de l'euro. Il y a d'autres questions sur les questions de l'euro? On peut continuer parce que c'est très complexe. Vous répondez pas, mais tout le monde est capable de justifier la sortie de l'euro devant un Français qui vous arrête dans la rue?
Tout le monde ici? Bah vas-y. Ouais, tu vas pas sortir l'euro, quand même, possible. Voilà. C'est parce que l'euro, c'est une monnaie qui n'a pas adapté seulement à l'économie allemande, qui est plutôt basée sur l'exportation par une société de consommation comme la nôtre. Dès qu'on a une monnaie beaucoup moins forte, puisqu'elle pénalise nos entreprises. Enfin, le seul avantage, après, c'est d'importer des matières premières pas trop chères. Par contre, après, ça pénalise les entreprises, notamment leurs concurrents par rapport aux pays étrangers. Donc, évaluer, ça permet de relancer les exportations, donc la croissance. Très bon argument que tu viens d'utiliser. Ça, les Français comprennent de plus en plus. L'euro est une monnaie allemande, clairement. Elle a été taillée pour les Allemands, pas du tout pour les Français. Nous n'avons pas le même modèle économique, nous n'avons pas la même structure économique, et effectivement, ça sert les intérêts allemands. Après, tu as soulevé un autre problème qui est très juste aussi, qui est du surenchérissement des prix des matières premières. Deux réponses. La première, celle que je viens de faire à l'instant, à savoir que notre monnaie va moins cher, on en aura plus. Et après tout, vous dites, il y a 10 ans, l'euro était beaucoup moins fort, était au niveau du franc si on dévaluait de 20%. Et je ne crois pas que l'essence était plus chère, je crois qu'elle était même moins chère. Donc on sait que le prix de l'essence, c'est l'essence, la première qui importe plus le français, qui fait peur. D'ailleurs, l'UMP et la gauche peuvent nous faire peur là-dessus en nous disant que l'essence serait beaucoup plus chère. C'est une bêtise absolue. D'une, le prix de l'essence dépend du contexte international. Il ne dépend pas tellement finalement du contexte de notre propre monnaie. Il y a moyen aujourd'hui de s'entendre avec des pays qui produisent de l'essence. Par exemple, un pays comme l'Iran, qui produit, je crois, 2 millions de barils jour, qui produisait, avant qu'il y ait eu l'embargo contre l'Iran, 2 millions de barils jour. Si demain on va voir les Iraniens, qu'on essaie d'apaiser un peu les choses, parce qu'on arrêtera de suivre la politique étrangère américaine, ils produiront des barils de pétrole et ils seront tellement contents qu'ils nous les feront pas cher. Donc ça dépend déjà d'un contexte économique. Deuxièmement, on sait que le prix de l'essence aujourd'hui, c'est 80% de taxes. Donc en fait, je ne vais pas rentrer dans le développement parce que c'est vraiment complexe, mais si on dévalue de 20%, ils disent que l'essence va augmenter donc de 20%. Comprenez ça. Si notre monnaie vaut 20% moins cher, l'essence qu'on achète vaudra 20% plus cher, puisqu'elle vient de l'extérieur. Là, je fais un petit raisonnement un peu compliqué, et après je vous dirai un argument qui est beaucoup plus simple. Mais en fait, vu que le prix de l'essence c'est 80% de taxes, ces taxes, demain, elles seront en francs. Donc elles seront elles-mêmes dévaluées de 20%. Donc en fait, les 20% plus chers joueront sur les 20% du prix de l'essence. Ce qui, si vraiment qu'il y a un matheux extrêmement fort en calcul mental ici, ça joue du coup sur 5% du prix de l'essence. Donc c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'essence, si on ne faisait rien d'autre, augmenterait de à peine 5%. À peine. Mais, dans le projet économique de Marine Le Pen, on a prévu le coup, puisqu'on veut baisser les taxes sur l'essence. On veut les baisser de 20% et compenser ce manque à gagner pour l'État par une taxation exceptionnelle des plus-values que font les entreprises pétrolières françaises. Donc en fait, avec notre projet économique, on a tout prévu, qu'on a un projet global, notre essence ne coûtera absolument pas plus cher, elle coûtera peut-être même moins cher si on arrive à y mêler en plus une politique internationale en termes de relations internationales et diplomatiques qui serait intelligente avec les pays qui produisent du pétrole. Donc là aussi, pas d'augmentation des matières premières. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations sur l'euro? Est-ce que vous avez déjà suivi ce raisonnement? C'est compliqué. Vous avez suivi ou vous n'avez pas envie de le réécouter? Il y a aussi l'histoire un peu plus détente de Bruxelles, en fait, de la Banque européenne. On ne va pas rentrer dans les détails de la finance internationale, mais vous savez qu'en gros, ils jouent au poker. Ils jouent au poker et ils perdent chaque année des millions comme ça. Et donc, du coup, vu que l'économie capitaliste est basée sur l'existence des banques, à savoir une instance qui peut vous prêter de l'argent pour créer une entreprise, pour acheter une voiture, sommer, acheter une maison, tout ça, les banques, c'est le temple, c'est le principe même, c'est la condition de base d'une économie libérale et capitaliste. Et ces banques-là ont des déficits incroyables parce qu'elles perdent de l'argent dans le jeu de la finance qui existe depuis 20 ans. Donc ces grands financiers, ces grands patrons de banques, les Goldman Sachs et autres,
vont voir les banques centrales, qui seules sont habilitées à créer de l'argent sorti de rien, et leur demandent chaque année de les renflouer. C'est ce que fait la Banque centrale américaine, notamment la Fed, qui balance, je crois, 1000 milliards de dollars tous les mois, ou tous les, je ne sais plus combien, mais qui balance des tonnes de dollars chaque année, pour que les banques soient renflouées tellement qu'elles en perdent à faire n'importe quoi au niveau de la finance. Ces banques, je vous l'ai dit, après la loi de 73 et après le Maastricht, prêtent aux États. Donc en fait, imaginez-vous le truc, en Europe. La Banque centrale européenne, elle a créé, pour vous dire, 1000 milliards d'euros en 3 ans, qu'elle a filé aux banques, à des taux zéro, donc gratuit. Allez, vas-y, prends. Elle donne aux banques, la Banque centrale crée 1000 milliards d'euros, elle donne aux banques pour les renflouer, et ces mêmes banques prêtent aux États à 4-5%. 3%, ça dépend des pays, 3, 4%, 5%. Au nom de quoi il y a cet intermédiaire de raquette? Au nom de quoi? C'est quand même hallucinant, ça. C'est comme si vous demandiez de l'argent à votre pote, et qu'en fait, au lieu de votre ami de vous le donner directement, eh bien, il le donnait à un type que vous ne connaissez pas, qui ne vous aime pas, et qui, lui, prenait de l'argent sur cet argent-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil, ça fonctionne comme ça. Alors que beaucoup de gens ont dit, mais il faudrait que la Banque centrale européenne, qu'on a vu avec l'euro, c'est une banque européenne, il faudrait qu'elle prête directement aux États à des taux zéro. Mais comme par hasard, non, ça ne se fait pas. Grâce à des lobbies, je ne dis même pas lesquels, à cause des lobbies, eh bien, on passe d'abord par l'intermédiaire banque privée, qui ensuite prête aux États beaucoup plus cher. Donc là, c'est totalement inadmissible, c'est totalement injustifiable d'un point de vue économique, et c'est pourtant ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce qui amène la dette, c'est ce qui amène, ce que je vous dis, baisse des services publics, augmentation des impôts, et tout le reste. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'un point de vue économique? Si les banques, justement, tu parlais de la Fed, justement, s'ils créent cet argent, qu'à la base ils le créent, il n'existe pas, ils viennent, donc en général, si on prend l'exemple du dollar, ils créent l'argent, il y a plus d'argent en circulation, donc la valeur baisse. Vraiment, dans ma tête, c'est comme ça que ça... Oui, exactement. Sauf que, exactement, c'est pour ça, deux choses. Moi, c'est une très bonne remarque. Le problème du dollar, c'est que le dollar, aujourd'hui, une monnaie, je voulais faire une formation sur la monnaie, je pense que c'est ce qui est le plus important en économie. Mais aujourd'hui, dans la plupart des écoles économiques, à HEC, il y a très peu de cours sur la monnaie. Parce qu'en fait, c'est vraiment le secret principal que se gardent entre les financiers. En fait, c'est tout. Le principe de la monnaie en économie, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est vraiment ultra complexe. Mais c'est tout. À côté, la production, d'ailleurs, toute l'analyse marxiste est à revoir à l'aune de la monnaie. Il y a un bouquin qui va sortir très prochainement de l'économiste Palma, qui avait rejoint en partie Marine Le Pen en 2012, et il va expliquer l'analyse marxiste à l'aune de l'analyse de la monnaie. Je trouve que Marx en est passé totalement à côté du truc. C'est ce qui est le plus important, ce qui est le plus compliqué. Une monnaie, c'est si tu as confiance en une monnaie, si ça, supposons que ça c'est 20 euros, hein, bon, c'est 10 euros. Si tu as conscience, si je te donne 10 euros pour que tu me files, je sais pas moi, les bonbons que tu as dans ta poche, tu vas les prendre parce que tu as confiance au fait que ce bout de papier, ça vaut 10 euros. Donc la monnaie, c'est une question de confiance, parce que tu as confiance en ça. Pourquoi tu as confiance en ça? Dans ce bout de papier, c'est pas de l'or, tu vois. L'or, c'est une valeur réelle, tu sais que l'or, tout le monde en veut, c'est comme ça. Mais un bout de papier qui se fait déchirer, qui peut brûler, comme Gainsbourg, si tu le prends, tu es content d'en avoir dans ta poche, tu as confiance, tu sais que ça vaut 10 euros, ce papier-là. Parce que c'est garanti par l'État. Tu sais que tu peux aller voir une banque, mettre ça, tu sais qu'avec ça, tu auras tant de choses. Et la banque, elle est adossée à la police, à l'armée, à l'histoire de France, tu sais, tu as confiance en ça. Tout est basé sur une zone de confiance. Le dollar, aujourd'hui, est une monnaie qui vaut rien normalement. Avec les milliards et les milliards de dollars que la Fed, la Banque centrale américaine, crée chaque année, c'est une monnaie qui ne vaut rien. Mais vu que les États-Unis sont encore la première puissance mondiale, vu qu'elle est la première armée du monde, eh bien, elle inspire encore confiance. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, plus personne n'a confiance en dollar, tout le monde a peur qu'un jour il dévalue totalement et ne valent plus rien. Et parce que les États-Unis maintiennent leur hégémonie de puissance militaire, parce qu'ils sont capables d'envahir n'importe quel pays, c'est lié à ça. Si je vous dis ça, là vous ne comprenez pas tout à fait, mais il y a un économiste qui a dit le dollar est adossé sur le dos de l'US Army. Parce qu'en fait, on sait qu'un dollar vaudra toujours quelque chose,
Parce que si un jour tu dis oh, le dollar ça pue, ça sert à rien, ça vaut plus rien, parce qu'ils en fabriquent à tour de bras chaque année, tu sais que tu as un militaire américain qui va te faire sauter la cervelle dans un... Si tu vois, c'est pas toi, mais un État dit ça, c'est d'ailleurs la plupart des guerres américaines qui s'est passées, que ce soit en Libye, machin, c'est toujours lié à ça. C'est quand les gens disent on va arrêter d'utiliser le dollar d'un point de vue des échanges internationaux, parce que vous savez que c'est le dollar qui est la monnaie de référence aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la monnaie de référence au niveau des échanges internationaux. Et tous les États qui ont dit un jour, mais attendez, c'est pas possible, l'Amérique se crée des milliards, je sais pas ce qu'elle se crée pour elle-même. Hein. Donc à chaque fois, elle s'enrichit de cette façon-là, en plus. Hein. Donc à chaque fois qu'un État a décidé de dire un jour, bon, on va arrêter d'acheter des dollars, on va arrêter d'échanger en dollars, on va échanger dans une autre monnaie, on va essayer d'acheter d'autres monnaies, guerre ou révolution colorée, ou ce que vous voulez, dans l'année ou dans les années qui suivent. Comme par hasard, c'est aussi ce qu'a fait la Syrie. Voilà. Voilà pourquoi le dollar ne s'effondre pas, c'est parce qu'il y a cette question de confiance, parce qu'il y a l'US Army derrière, et parce que l'État américain reste la première puissance mondiale. Mais un jour, très prochain, les nations du monde vont s'associer, vont se conglomérer pour réfléchir sur l'après-dollar. Il y en a marre, les Américains, que vous ayez la monnaie de change de réserve internationale, que vous ayez ce privilège-là, et qu'en plus, vous en produisez des milliards et des milliards chaque année. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque mois, les États-Unis augmentent leur richesse sur rien de réel d'un point de vue économique. Et s'il a fait d'arrêter d'imprimer ces trucs qui ne servent plus à rien, qui ne valent rien, l'économie américaine exploserait dans la minute. L'économie américaine pour 20 ans. Donc là, on marche sur un fil, on marche sur le tremblement de terre est proche, si vous voulez, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se produire. Un jour, les gens ne croiront plus effectivement dans le dollar. Mais non, quand est-ce que les États vont faire ça? Et croyez bien une chose d'ailleurs, et là on va rentrer vraiment dans le truc un peu, c'est que la diabolisation du Front National, elle est faite par tous les médias de gauche et tout qui n'ont rien compris à rien. Sous prétexte que nous n'aimerions pas les immigrés, que nous serions trop actionnaires ou je ne sais quoi, enfin, ils vous trouvent des arguments. Mais ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on remet en cause justement l'ordre économique mondial tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est ça qui en fait est l'objet de notre diabolisation. Bon, enfin bon. Mais un jour ou l'autre ça va se faire, les Russes ils travaillent, les Chinois ils travaillent aussi, un jour ça se fera, on va renégocier un peu tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'économie? On commence à reparler petit à petit de l'Angleterre et sa sortie de l'euro sur un référendum l'année prochaine. Sortie de l'Europe. De l'Europe, pardon. Et de plus en plus... D'ailleurs, si je t'arrête tout de suite, Kevin, excuse-moi, pour la dévaluation, si jamais on vous dit aussi, on a peur et tout, les Anglais, il y a 3 ans, ont dévalué la livre de 25%. Est-ce que ça a plongé l'économie anglaise ça a relancé leur croissance? Donc si on vous dit un vieux vous raconte ça, ouais non quand même, les Anglais l'ont fait il y a 3 ans, les Japonais viennent de le faire, et là les Anglais c'est proche de nous, tu vois, d'évaluer la lire de 25% il y a 3 ou 4 ans. Comme celui-ci il y a 2 ans aussi. Voilà, et ça n'a pas bouleversé leur économie, au contraire. Justement, là, sur leur sortie de l'Europe, il y a quelques économistes, puisqu'ils recommencent à en parler, puisque tout le monde se demande s'il va respecter sa promesse du référendum l'année prochaine. De plus en plus d'économistes se disent oui, mais c'est l'Allemagne et la France qui vont récupérer les accords économiques avec diverses entreprises et mondiaux qui allons récupérer, et c'est nous qui allons récupérer ceux qui avaient l'Angleterre. Mais alors, c'est très certainement l'inverse qui va se passer. Comment expliquer ça justement? Parce que l'Angleterre étant émancipée de l'Europe, va pouvoir négocier clairement elle-même ce qu'elle veut pour elle et pas pour l'Europe. De toute façon, depuis le départ, c'est biaisé parce que les Anglais ont pris ce qui les intéressait dans l'Europe et n'ont pas pris ce qui les intéressait pas. Depuis le départ, on se fait enfler par les Anglais. De toute façon, c'est bien pour ça que le général de Gaulle ne voulait pas que l'Angleterre entrât dans l'Union européenne. Il avait fait son veto et c'était hors de question. C'est très bien que les Anglais, ils sont égoïstes et ils ont raison d'être. C'est pareil avec l'Allemagne. Aujourd'hui, il y a un vrai problème avec l'Allemagne qui dirige véritablement l'économie européenne. Ça, c'est vrai. Donc, elle a un vrai, et toute l'Union européenne, même d'un point de vue politique, elle a un vrai pouvoir mais hallucinant, l'Allemagne. C'est elle qui est la maîtresse de tout. Il est d'ailleurs surprenant de voir les mêmes qui me rabattent les oreilles avec la résistance,
pacte de collaboration avec l'Allemagne et tout, à l'époque où il y avait des chars, voilà, où c'était peut-être plus dur de résister, hein, c'est les mêmes qui baissent leur froc tous les jours devant l'Allemagne de Merkel, qui n'est pas l'Allemagne d'Hitler, qui est quand même plus facile de résister à l'Allemagne de Merkel qu'à celle d'Hitler. Alors les mêmes qui auraient tous été résistants en 40, hein, ils sont tous des collaboles premières d'un point de vue de l'économie au niveau européen aujourd'hui, avec l'Allemagne. C'est pour ça que vous leur balancez ce pic-là. Vous voulez regarder, mais toi, je sais où tu aurais été en 40. Voilà. Et c'est les mêmes, hein, qui vous font toujours des leçons sur nous, et nous voulons résister justement à l'Allemagne, ils nous font des leçons en disant, nous on est résistants et tout. Enfin bon, c'est comme ça que je dis. Ben, pour les Anglais, voilà, ils jouissent d'une liberté, et de toute façon, nos économies européennes sont attractives, sont beaucoup plus fiables et stables que l'Amérique. Elle le sait que les États-Unis, notamment les banques. J'ouvre une nouvelle parenthèse, excusez-moi, je vous en fous plein la tête là, mais si les États-Unis veulent faire aujourd'hui le libre-échange transatlantique, le traité transatlantique, qui se profile aux alentours de 2016-2017, en réalité, c'est surtout derrière, ce qu'on ne dit pas, pour réaliser l'union bancaire. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de fusionner à peu près toutes les banques européennes, et ça c'est la première étape pour les fusionner avec les banques américaines. Et pourquoi? Parce que les banques européennes ont beaucoup plus de capitaux, sont beaucoup plus stables que les banques américaines. Et les banques américaines ont besoin de se faire renflouer, et en gros elles veulent venir piquer notre argent. Donc en fait, nous, économie européenne, nous n'avons pas besoin de cette structure européenne-là, si tu veux, pour exister, pour aller chercher des contrats à l'étranger. Et la preuve en est, c'est qu'on avait bien plus d'exportation et de contrats à l'étranger à l'époque que nous en avons aujourd'hui. Donc peut-être, comme tu dis, c'est sans doute faux que l'Angleterre perdrait des contrats, elle en gagnerait sans doute. Et nous, si nous sortions aussi de cette Union européenne, ou alors si nous la réformions, eh bien on pourrait obtenir plein de contrats de la même façon. Parce que ce sera toujours intéressant dans un pays comme la France, parce qu'il y a des consommateurs, parce qu'il y a une activité, d'aller investir en France, d'acheter des produits français. C'est pareil, on dit mais on ne nous achètera plus notre protectionnisme. C'est faux. Les produits où nous sommes excellents, comme les produits de luxe et tout ça, croyez bien qu'un milliardaire chinois, qui est protectionniste ou pas, que la France soit diabolisée ou pas, parce qu'elle en met en cause l'économie mondiale, tout ce que vous voulez, il voudra toujours acheter sur son sac Dior ou je sais pas quoi, toujours. Les produits on les veut. Voilà. Donc ça, on ne peut pas rayer d'une croix une économie comme la France, une économie comme l'Espagne, l'Allemagne et tout, c'est pas possible. On est trop puissant dans le monde. On représente un marché de consommateurs, on représente une qualité de production, et donc c'est pour ça qu'ils ne nous racontent que des mensonges lorsqu'ils disent que si on suivait le projet économique du Front National, nous serions isolés dans le monde. Ce n'est pas vrai. Partout où nous sommes bons, nous continuerions, et en plus on s'ouvrirait d'autres marchés parce qu'on aurait récupéré notre liberté. On peut tirer une croix, enfin, faire une croix sur des économies africaines et tout, et vous on va vous punir, on ne va plus échanger avec vous, on ne va plus rien faire avec vous. Mais une économie comme la France, personne ne nous isolera jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'économie? Est-ce que nous dit ça? Vous avez tout compris. C'est vraiment compliqué, hein. Je ne le cache pas. Vous savez, j'étais nul en économie, j'étais complètement nul en économie avant de faire vraiment de la politique à temps plein comme j'en fais aujourd'hui. C'est pas pour ça que je me suis engagé au Front National, j'imagine comme vous. On s'engage pour des grandes idées, on s'engage pour son pays, on s'engage contre l'immigration, on s'engage... La plupart du temps, les militants s'engagent pour ça. Mais on se rend compte qu'en fait, malheureusement, le veau d'or et l'économie dirigent et régentent absolument tout. Même l'immigration est une partie finalement de la façon dont est gérée l'économie mondiale. Et on se rend compte que tout revient à cela. Et donc il est important de bien comprendre cela, ne serait-ce que pour vendre notre projet, mais aussi pour... quand je vous parlais de diabolisation, pour comprendre que finalement, vous savez, on parlait de ça tout à l'heure, tiens, je vais en profiter pour faire un petit aparté là-dessus. On parlait des groupes extrémistes de droite, d'extrême droite, qui disent oui, Marine, le Front National, maintenant, ils ont mis de l'eau dans leur vin sur tout, c'est limite devenu des gauchistes, parce qu'ils parlent plus de ça, ou de ci, machin. En fait, là, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Marine, avec son projet économique, est plus dangereuse pour le système que n'importe quel petit imbécile qui parlerait des sujets interdits et tout ça. Même si Marine, et c'est ce que
ce que l'on fait. On ne parle pas de sujet, on ne parle pas d'histoire, vous voyez ce que je veux dire, on parle de tout ça, et c'est tant mieux. Mais elle est plus dangereuse avec le projet économique que l'on mène aujourd'hui, que l'on tient pour le système, que n'importe quel imbécile qui parle. Vous voyez de quoi je parle, sujet provocateur. Là où on est vraiment dangereux, et la raison pour laquelle nous sommes diabolisés, la raison pour laquelle on essaie de nous tenir en marge du pouvoir, c'est justement le projet économique. Parce que c'est là où on change absolument tout.